Donc, merci beaucoup à Benoît et Claudine de m'avoir invité, ce qui me permet, moi, de sortir un petit peu de ma zone de confort, qui est habituellement juste la philosophie de la conscience, et de m'essayer un petit peu à l'épistémologie. Bon. Donc, pour commencer cet exposé, qui va traiter de la relation entre attention et justification perceptive, je vais commencer par un petit cas concret qui m'est arrivé il y a quelques semaines, alors que pour fêter les vacances, j'avais décidé d'aller courir le long de la Seine. Donc par une belle matinée automnale, je suis parti de chez moi, passé devant la BNF, suivi les quais jusqu'à Jussieu, et puis j'ai bifurqué pour remonter vers la Sorbonne. Et puis là, arrivé à la Sorbonne, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvé directement au niveau de la station RER de Port-Royal. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé entre la Sorbonne et Port-Royal. Et j'ai passé le reste de mon parcours à me demander ce qui avait pu se passer sur ces 500 mètres. Donc, évidemment, j'étais en train de courir. Quand je cours, je réfléchis à des problèmes de philosophie ou simplement au cours que je dois donner le lendemain ou alors à ce que je vais manger le midi. Et donc, mon attention était divertie de façon à m'empêcher de mémoriser au fur et à mesure de mon parcours ce que je pouvais voir. Donc, inattentif à mon environnement, j'en étais simplement réduit à essayer de deviner, après coup, ce que j'avais bien pu percevoir sur le chemin, mais sans aucune justification pour des espèces de divinations que je pouvais faire. Donc c'est dans cette perplexité-là que je me suis mis à préparer cet exposé. Bien. Donc mon objectif sera très modeste. Il va s'agir de décrire la façon selon laquelle l'attention peut contribuer à la justification de certaines de nos croyances perceptives. Donc, j'espère arriver à motiver un petit peu l'intuition du sens commun selon laquelle être attentif, ça aide à justifier nos croyances perceptives. Donc, habituellement, lorsque l'on parle d'attention, la tradition veut que l'on cite William James, et donc la célèbre formule qui ouvre le chapitre consacré à l'attention. Donc, chacun sait ce qu'est l'attention. C'est l'occupation de l'esprit d'une façon claire et vive par un objet ou un train de pensée, parmi plusieurs possibles. Elle est essentiellement une focalisation ou une concentration de la conscience. Alors, pour donner un petit tour moderne à William James, j'ai repris une citation très proche dans un manuel français des années 90, donc le manuel de Claude Lequat. L'attention est une notion du langage courant que tout le monde utilise et comprend. Elle est d'abord, pour chacun d'entre nous, un rétrécissement, une canalisation ou une focalisation de notre vie mentale. À chaque instant précis, en effet, il est impossible d'éprouver simultanément plusieurs perceptions, de développer plusieurs raisonnements, de penser et de prononcer deux phrases différentes ou de conduire plusieurs actions. Ce principe de sélectivité est une dimension incontournable de l'analyse psychologique. Donc, ces deux descriptions, si elles renvoient bien à un phénomène connu, sont des descriptions phénoménologiques, avant tout. Et elles échouent à épuiser les caractéristiques fonctionnelles de l'attention. A minima, elles nous disent que l'attention est un processus de sélection. Prêter attention, c'est concentrer son esprit, concentrer certaines ressources cognitives sur une ou plusieurs choses, trier parmi des sensations ou des idées concurrentes, celles qui pourront faire l'objet d'une réflexion. Soit elles feront l'objet d'une réflexion parce qu'elles seront fixées, maintenues à disposition, pour que je puisse ensuite former des croyances à leur propos, soit parce que, d'une certaine façon, phénoménologiquement, elles seront isolées des autres, elles seront rendues plus remarquables, et donc, en se signalant ainsi, seront recrutées pour former des croyances. Donc, l'attention est simplement, dans ces caractérisations-là, un processus de sélection. Ce qui ne veut pas dire, lorsque l'on s'intéresse à la perception, que ce soit le seul processus de sélection. Nos organes sensoriels eux-mêmes opèrent une sélection, d'une part par le type de propriété auquel ils sont sensibles, et d'autre part par la région physique qu'ils vont couvrir, par l'empan qu'ils vont couvrir. Donc étudier l'attention dans le cadre d'une interrogation sur la justification de croyances perceptives. C'est, à titre d'hypothèse, refuser l'idée empiriste selon laquelle le contenu perceptif, simple donnée, suffit à constituer la position épistémique du sujet. Et donc ajouter à
la stimulation sensorielle, un processus de sélection qui jouera un rôle dans l'obtention d'une croyance perceptive. Donc ce constat était déjà celui de William James, c'est aussi celui de Merleau-Ponty dans le chapitre consacré à l'attention de la phénoménologie de la perception. Donc la définition de l'attention que j'ai donnée est relativement neutre quant à la relation entre l'attention et la conscience perceptive, sur laquelle je reviendrai en creux au cours de cet exposé. Le rôle de l'attention vis-à-vis de l'expérience consciente est l'un des sujets débattus dans la philosophie de l'esprit contemporaine, avec d'un côté les tenants d'une conception attentionnelle, parmi lesquels on va trouver effectivement les théoriciens de l'espace de travail global, donc par exemple Dehaene, Nakache, Bars, on va trouver aussi quelques philosophes, dont Taille, et de l'autre, les partisans de conceptions indépendantistes, selon lesquelles la perception consciente ne dépend pas de la focalisation de l'attention sur certains stimuli de l'environnement. Donc, on pense évidemment à Annette Bloch, dans une série d'articles qui s'étalent sur les 20 dernières années, et on peut penser également au traitement que Dretske réserve à la cécité au changement, qui pour lui est un cas d'inaccessibilité inattentionnelle plutôt que de cécité authentique. Donc, l'attention, selon cette dernière position, la position blockéenne ou dretskéenne, est le mécanisme par lequel nous accédons à certains contenus pour former des croyances explicites, et uniquement ça. Notons que si nous adhérions à la conception attentionnelle de la conscience perceptive, la question de la relation entre attention et justification perceptive serait trivialement résolue, puisque sans attention, nous n'aurions même pas de perception consciente. Donc, je pourrais essayer de motiver la position attentionnelle, et je l'ai fait dans d'autres, je l'ai fait ailleurs, mais pour l'instant, je veux être assez neutre sur la relation entre attention et conscience perceptive, et simplement me concentrer sur ce qui fait consensus, c'est-à-dire que l'attention est une condition nécessaire de l'accès conscient, c'est-à-dire de la mobilisation. Alors j'entendrai accès conscient ici en un sens effectif, le plus souvent, c'est-à-dire la mobilisation effective d'une représentation pour la formation d'une croyance, d'une intention d'action ou d'un rapport introspectif. Donc, autant pour moi. Passer ces conceptions donc divergentes sur la nature de l'expérience consciente, le consensus, c'est que l'attention est nécessaire pour l'accès conscient. OK. C'est-à-dire pour que une représentation soit mobilisée explicitement comme raison pour un certain type d'attitude. Revenons un petit peu au sens commun. Nous reconnaissons très intuitivement la part de l'attention dans l'acquisition ou la justification de certaines de nos croyances ou dans le contrôle de nos actions. Donc, j'ai la chance d'avoir des collègues enseignants autour de moi. Vous avez tous, à un moment donné, demandé à vos élèves de prêter attention à vos propos, par exemple, lorsque vous leur avez exposé la déduction des catégories. Bon. Passage difficile qui, évidemment, demande une concentration extrême de la part des élèves. De même, un cas peut-être un peu plus existentiel, si je suis en voiture et que je constate que le conducteur consulte sa messagerie plutôt que de regarder la route, je vais m'alarmer. Je vais pouvoir lui reprocher son inattention. Remarquons que l'inattention ou l'attention, le défaut d'attention, selon le contexte, peut être évoqué soit comme une excuse pour une maladresse ou une erreur que j'aurais faite. Supposons que, un peu remué, par exemple, par la lecture de Kant, justement, je marche dans la rue et je ne reconnais pas un de mes amis. Je peux lui présenter mes excuses en disant que j'étais simplement inattentif, distrait par un train de pensée particulièrement occupant. Mais l'inattention peut également être blâmée. D'accord ? Lorsque le sujet inattentif est fautif, soit d'un point de vue pratique, soit d'un point de vue épistémique, de ne pas s'être donné les moyens d'éviter une action erronée ou d'entretenir une croyance erronée. Prenons le cas le plus simple. Dans la rue, je suis bousculé par un passant qui, justement, à nouveau, est affairé à son téléphone portable. D'accord ? Il commet, vis-à-vis de moi, une faute
le fait de ne pas avoir prêté attention à ma présence et donc de m'avoir bousculé. Donc ces considérations relèvent du sens commun. Elles suggèrent que l'attention joue un rôle substantiel dans la conduite de nos actions et l'acquisition de certaines connaissances. Un sujet distrait, inattentif, est incapable, ou alors simplement par chance, d'accomplir certaines tâches cognitives ou d'accomplir certaines tâches motrices. Ces considérations communes suggèrent qu'il y a une relation entre le fait de prêter attention à certains stimuli et le type d'attitude que je peux entretenir à leur propos. Prêter attention à quelque chose me dispose à recueillir certaines informations à son propos, à accomplir certaines actions pertinentes vis-à-vis de cette chose, et donc, oui, on oublie le et donc. Donc, la question que je vais me poser maintenant, c'est quelle est la contribution de l'attention perceptive à la position épistémique du sujet, plus particulièrement dans le cas de la perception. Donc, deux pistes semblent ouvertes, étant donné les caractérisations phénoménologiques qui sont habituellement proposées dans la littérature. D'une part, penser que l'attention a une influence sur le contenu de notre perception. Être attentif à un objet, c'est être capable d'en percevoir tous les détails. Donc peut-être que lorsque, par exemple, je m'alarme de la distraction du conducteur qui est à côté de moi, je m'alarme en fait du fait qu'il ne percevra pas les signaux pertinents sur la route. Donc, première question, quelle est la relation entre l'attention et le contenu de l'expérience consciente? Deuxième question, y a-t-il une particularité de l'attitude attentive? Est-ce que le fait d'être attentif, le fait d'avoir une attitude particulière lorsque l'on perçoit ou lorsque l'on mène une action, me justifie certaines croyances que je peux acquérir? D'accord ? Peut-être que le conducteur attentif n'est pas le conducteur qui ne perçoit pas. Le conducteur attentif, c'est celui qui est capable de répondre de façon appropriée à des éléments inattendus. Le conducteur inattentif peut-être jouit de la même perception que le conducteur attentif, mais n'est pas capable de répondre de manière appropriée à des éléments inattendus. Donc ces deux questions, la question de la relation entre contenu et attention et la question de la contribution de l'attitude attentive, vont guider mon enquête. Donc, premièrement, la relation entre attention et contenu perceptif. Une croyance, donc, partons de quelque chose de simple. Une croyance perceptive est justifiée lorsque le sujet de cette croyance jouit d'une expérience qui lui donne une raison de croire ce qu'il croit. Donc, si je m'intéresse à la connaissance perceptive, et uniquement à la connaissance perceptive directe, le fait de percevoir la bouteille d'eau sur la table me donne une raison de croire qu'il y a une bouteille d'eau sur la table. Donc, pour qu'une croyance perceptive soit justifiée, il est nécessaire que j'ai à ma disposition une représentation perceptive dont le contenu recouvre celui de la croyance. Et plus précisément, au niveau du contenu de la représentation dont je jouis, une croyance perceptive à propos de certains traits d'un objet ne sera justifiée qu'à condition que l'objet et les traits sur lesquels ma croyance porte soient différenciés dans ma perception. Donc ça, c'est un principe qui est notamment mis en avant par Susanna Siegel. Donc cela suppose d'une part que le système perceptif soit sensible au trait en question et qu'étant donné cette sensibilité, il soit dans des conditions qui permettent la représentation différenciée de cet objet et de ses traits. Donc, l'attention semble avoir une influence sur le contenu conscient. Les expériences influentes des paradigmes de cécité au changement, donc notamment celles de Mack et Rock, puis celles de Simons et Chabris, suggèrent que des éléments très saillants, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'attention, ne sont simplement pas perçus. Donc, certaines descriptions phénoménologiques relèvent un effet supplémentaire de l'attention sur le contenu de la perception. Par exemple, Titchener explique que l'attention procure une plus grande clarté à la perception, rend plus distincts certains détails d'une scène perceptive. Donc, simplement admettre que l'attention a des effets sur la perception ne revient pas encore à admettre une conception attentionnelle de la conscience. Il est possible que l'interaction entre la conscience phénoménale et
l'attention soit complexe, et qu'il existe d'un côté une expérience phénoménale constituée sur laquelle l'attention va jouer un rôle de modulateur par moment. Donc, au-delà de ces considérations phénoménologiques, des effets de l'attention sont vérifiés expérimentalement, donc Carrasco notamment, dans une série d'études, met en avant le rôle de l'attention dans la perception du contraste. Prêter attention à par exemple, prêter attention à une tâche de Gabor augmente son contraste apparent et peut même égaliser son contraste avec celui d'une tâche qui est pourtant plus contrastée naturellement, mais qui ne fait pas objet d'attention. Prinz-Metal, dans une série d'études, montre que l'attention augmente la résolution de l'expérience perceptive et permet, par exemple, d'apparier plus finement un point coloré avec une palette de couleurs. Donc, ces résultats trouvent un prolongement philosophique dans l'idée que l'attention augmente la résolution du contenu perceptif, donc, notamment chez un philosophe comme James Stadtzicker. La distribution de l'attention sur une scène visuelle procure une expérience dont le niveau de détail varie, suivant la plus ou moins grande focalisation de l'attention sur les détails en question. Donc, un contenu non focal est par définition déterminable et peut être précisé moyennant un déplacement de l'attention. Ainsi, la précision des jugements qu'un sujet peut porter sur certains traits perceptibles découle du degré d'attention qu'il leur prête. Autrement dit, le sujet dispose de raisons pour certaines de ses croyances en raison de la focalisation de son attention. Par exemple, j'ai affaire devant moi à une foule indistincte, mais parce que je me focalise sur Santiago, je peux voir que Santiago est situé au 4e rang sur ma droite. Simplement en focalisant mon attention, ce qui induit évidemment en contrepartie que je perds de la résolution sur le reste de la scène visuelle. Donc, c'est la focalisation de l'attention qui semble me fournir un contenu perceptif suffisamment différencié, suffisamment précis pour des objets particuliers, pour que je puisse, à partir de ce contenu, former une croyance précise. Donc, admettre que l'attention procure un contenu perceptif localement détaillé n'entraîne pas que, fatalement, un contenu auquel je prête attention est un contenu véridique. D'une part, la focalisation de l'attention ne procure un gain perceptif que dans les limites des capacités de discrimination de mon système visuel. Et il y a évidemment des stimuli sur lesquels l'attention va buter. Je peux fixer avec toute l'attention possible et pendant des heures la figure de Müller-Lyer, les deux lignes ne m'apparaîtront jamais comme étant de longueur égale. Donc il y a des limites au contenu que l'attention peut préciser, et aux effets d'ambiguïté perceptive que l'attention peut dissiper. De plus, il se peut que pour certains stimuli très pauvres, la focalisation de l'attention n'augmente pas la quantité d'informations qui me soit disponible. Supposons que je perçoive de manière non focale un carré rouge juste ici. Le fait de tourner mon attention vers lui ne me procurera pas plus d'informations, il s'agit simplement d'un carré rouge. Alors évidemment, si je veux préciser sa taille exacte, sa distance exacte par rapport à moi, je peux tourner mon attention et essayer d'acquérir plus d'informations, mais pour simplement dire qu'il y a un carré rouge ici, il n'est pas important que je focalise mon attention dessus. Il se peut donc que, pour certains stimuli très pauvres, la focalisation de l'attention sur eux ne procure aucun gain. Donc, ces résultats, s'ils indiquent à première vue, ces résultats et ces considérations, s'ils suggèrent à première vue une influence de l'attention sur le contenu conscient, et donc un rôle de l'attention dans la production de la représentation consciente elle-même, peuvent être nuancés. Il est possible d'avancer que ce qui est modulé par l'attention, ce n'est pas la résolution de l'expérience perceptive, mais uniquement l'accès conscient lui-même. Et donc que l'expérience phénoménale n'est pas impactée par les déplacements de l'attention. Donc si ces déplacements et la focalisation de l'attention rendent disponible au sujet une représentation consciente détaillée, ce n'est pas pour autant que l'attention est responsable de la résolution du contenu perceptif lui-même. Donc penser que l'attention module la résolution
de la perception et contribue à procurer une représentation phénoménalement différenciée des objets qu'elle sélectionne, c'est, par exemple, si l'on suit le raisonnement de Bloch ou éventuellement le raisonnement de Dreitzky, confondre le grain de l'accès conscient avec le grain de l'expérience consciente elle-même. Et cette ligne, c'est la ligne de pensée qui est commune, effectivement, aux défenseurs de la thèse du débordement phénoménal, qui s'applique également dans le cas de la cécité au changement. L'échec à détecter un trait pertinent, qui constitue la différence entre deux scènes visuelles, lorsque l'attention est divertie, ne revient pas à l'absence d'une représentation consciente de ce trait, mais simplement à l'incapacité à mobiliser l'information sur ce trait-là, c'est-à-dire à remarquer qu'il y a une différence entre deux expériences successives. D'accord ? Donc, on peut suggérer également, en suivant par exemple un papier récent de Susanna Siegel et Nico Sillins, que l'expérience inattentive peut fournir des raisons d'endosser certaines croyances. Supposons que je cherche le pot de moutarde dans le réfrigérateur et que, occupé à nouveau avec par un texte de Kant, je ne le remarque pas. Je ne remarque pas le pot de moutarde. Après coup, lorsque je repense à ma recherche du pot de moutarde, je me rends compte que j'ai bien vu le pot de moutarde, il était sur l'étagère du haut. D'accord ? Mon souvenir semble constituer la preuve que j'avais bien vu le pot de moutarde consciemment, même sans y prêter attention. Du même coup, mon expérience inattentive ou distraite du pot de moutarde est la cause de ma croyance que le pot de moutarde était sur l'étagère supérieure. Donc cet argument, qui est également mobilisé par Declan Smithis, qui est l'argument de l'accointance renouvelée, suggère que des expériences inattentives peuvent néanmoins motiver une croyance, d'accord ? Et donc constituer une raison. Constituer une raison, ça ne veut pas dire que j'entretiens effectivement une croyance perceptive, mais que une représentation donnée pourrait donner lieu à cette croyance perceptive pourvu que j'y tourne mon attention. Donc, on pourrait répondre à ce type de considération que, d'une part, il n'est pas évident que j'ai eu l'expérience d'un pot de moutarde, peut-être que le souvenir est reconstruit, mais on peut essayer d'être charitable avec l'argument. On peut, en revanche, critiquer l'idée que l'expérience était complètement inattentive. D'accord ? Peut-être que l'expérience était non focale, mais ça ne veut pas dire qu'un degré minimal d'attention n'a pas été consacré au pot de moutarde au moment où je le cherchais. Donc ce degré minimal d'attention a été suffisant pour qu'un contenu perceptif correspondant à la présence du pot de moutarde me soit disponible. Donc, si cette ligne de pensée est plausible, donc si la ligne de pensée sur laquelle certains contenus inattentifs peuvent constituer des raisons d'une croyance, d'accord ? Cela veut dire que le sujet inattentif, en jouissant d'une expérience consciente de certains traits qu'il ne remarque pas, de certains traits qu'il ignore, a à disposition une croyance qui, s'il dirigeait son attention autrement, a à disposition une raison qui, s'il dirigeait son attention autrement, donnerait lieu à une croyance, ou pourrait donner lieu à une croyance. Il s'ensuit, dans ce cas-là, que le fait de prêter attention à un objet n'est pas nécessaire pour disposer de raisons pour justifier des croyances perceptives à propos de cet objet, y compris lorsque ces croyances perceptives ne sont pas entretenues. D'accord ? Donc, le sujet dispose d'une raison simplement en vertu de l'expérience consciente dont il jouit. Donc, Sillins et Siegel concluent en faveur du caractère optionnel de l'attention dans la justification des croyances perceptives. On peut noter que l'attention est optionnelle uniquement dans la mesure où le sujet n'entretient pas une croyance à propos de l'objet. En revanche, si le sujet entretenait réellement une croyance, d'accord, il semble que l'attention serait nécessaire au moins pour mobiliser la représentation qui vient justifier cette croyance. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, lorsque j'entretiens effectivement une croyance, par exemple, à propos du pot de moutarde, il faut bien que j'ai prêté attention au pot de moutarde, c'est-à-dire que j'ai explicitement eu une représentation consciente de ce pot de moutarde. Passons à la question de l'attitude attentive.
Indépendamment de la contribution de l'attention au contenu perceptif, le fait de prêter attention semble jouer un rôle sui generis dans la justification de nos croyances perceptives. Donc, je l'ai dit au début, l'attention consiste à minima en une sélection d'informations, mais parler simplement de sélection passe sous silence la nature de l'attitude attentive. Disposer d'un contenu perceptif donné, simplement voir quelque chose, entendre quelque chose, peut déjà être vu comme une sélection sans faire appel au mécanisme particulier que semble recouvrir la notion d'attention. Donc, prenons par exemple une citation de Condillac dans le traité des sensations. À la première odeur, la capacité de sentir de notre statut est tout entière à l'impression qui se fait sur son organe. Voilà ce que j'appelle attention. Il n'est même pas question d'attention. La seule perception qu'a eue la statue et qui l'occupe, en l'absence de toute autre perception, constitue l'attention pour Condillac. D'accord ? Cette ligne de pensée, qu'on retrouve chez des auteurs comme Bradley ou Ribot, est une ligne de pensée éliminativiste qui revient à nier que l'attention joue un rôle particulier. Qu'appelle-t-on attention ? Simplement l'occupation de l'esprit par une perception, par une représentation. L'attention est le simple résultat de l'acte de perception et ne consiste qu'en la supériorité d'une sensation à un moment donné par rapport à d'autres. Cette ligne de pensée sape toute contribution de l'attention à la position épistémique particulière du sujet, puisqu'elle ne permet pas de faire la différence entre voir quelque chose et le voir attentivement. On a l'impression que être attentif à quelque chose procure un avantage par rapport au simple fait de le percevoir. Donc, qu'est-ce qu'il faut ajouter ? Qu'est-ce qu'il faut ajouter pour donner un peu de substance à l'idée d'attention ? Donc, l'éliminativiste considère que l'attention n'est qu'une résultante, plutôt qu'une force, pour reprendre la dichotomie de James. Ou encore, l'éliminativiste ne considère pas l'attention comme un processus, d'accord, et ne considère que l'expérience consciente comme ce qui ancre les croyances perceptives du sujet. Donc, l'idée qu'on peut donner un petit peu de chair à la notion d'attention, on la trouve chez Ryle et chez White, notamment. Donc, Ryle avec sa discussion des heed concepts, et White dans un article et une monographie qu'il consacre à l'attention en 63 et 64. Donc, White propose une analyse grammaticale de l'attention comme activité. Prêter attention, c'est diriger son esprit sur quelque chose, et il n'y a aucun sens à parler d'attention simplicitaire. L'attention est toujours l'attention liée à d'autres activités en vue de quelque chose. Je retiens deux caractéristiques du concept d'attention tel qu'il est défini par White. D'une part, l'attention est un concept d'activité. Il admet des formes progressives. Je suis en train de prêter attention, je suis en train de regarder quelque chose, et peut produire des résultats. Typiquement, le résultat que l'on attend de l'activité de prêter attention, c'est le fait de remarquer certaines différences ou certains traits saillants. De plus, le concept d'attention est un concept polymorphe. Dire que je prête attention ne désigne pas une activité particulière, mais désigne une certaine façon de pratiquer une activité. Être attentif à quelque chose, c'est accomplir certaines activités qui ont trait à cette chose, et c'est donc accomplir certaines activités attentivement. D'accord ? Donc, prêter attention à la bouteille d'eau qui est sur la table, c'est la regarder attentivement. D'accord ? Un pêcheur qui pêche attentivement est un pêcheur qui accomplit un certain nombre d'activités, comme être sensible à la tension de sa ligne, scruter les rides à la surface de l'eau, et tout ce qu'il faut faire pour attraper des poissons. D'accord ? Donc, l'attention vient caractériser une certaine attitude. Être attentif, c'est accomplir certaines actions qui vont m'amener à pouvoir réagir de façon appropriée ou à avoir certaines dispositions. D'accord ? Remarquer le changement, par exemple, c'est la manifestation de mon attention, par exemple dans une expérience de cécité au changement, de détection de signal. D'accord ? Donc, idéalement, l'attitude attentive que j'entretiens, c'est cette attitude-là qui me permet de former certaines croyances perceptives, d'accord ? Et qui va
me permettre, sur la base de mon expérience, de former ces croyances perceptives. Donc, il faut prendre garde devant l'adverbialisme. Il faut prendre garde devant l'adverbialisme à ne pas l'interpréter comme une forme d'éliminativisme. D'accord ? Donc, pour motiver l'idée que l'adverbialisme est compatible avec une théorie substantielle de l'attention, je propose un petit détour très rapide par la relation entre attention et conscience. Donc, dans le débat sur la relation entre attention et conscience perceptive, le point de consensus, c'est qu'effectivement, un point de consensus est en train d'émerger, c'est que la perception consciente est indépendante de l'attention, mais uniquement de l'attention endogène. D'accord ? C'est-à-dire l'attention volontaire, orientée par des concepts ou des croyances d'arrière-plan. Donc, admettre cette thèse d'indépendance ne revient pas à rejeter une conception cognitive de la conscience, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Donc, l'indépendance entre l'attention endogène et la conscience phénoménale est démontrée par des dissociations neurales. Par exemple, Fressler, dans une expérience de rivalité binoculaire, met en évidence le fait que l'alternance entre deux images concurrentes n'est pas modulée par l'activité du cortex préfrontal, qui est associée, dont l'activité est associée normalement à la mobilisation de l'attention. D'accord ? Des résultats semblables de dissociation des signaux neuraux de la conscience phénoménale et de l'attention sont obtenus par exemple par Viard et Talleyrand dans des tâches duales de discrimination d'orientation couplées à des cas de détection visuelle. Donc ces données viennent à l'appui d'une distinction fonctionnelle entre perception consciente et attention endogène, ou encore d'une distinction entre perception consciente et perception attentive. La perception attentive, c'est la perception consciente plus la mobilisation de l'attention. Donc l'idée qu'il y ait une dissociation entre l'attention endogène et la perception consciente permet de motiver l'idée qu'il y a une perception particulière, une perception attentive, et qu'il y a un sens à parler de percevoir les choses attentivement, c'est-à-dire importer l'idée d'adverbialisme grâce à la notion de processus attentionnel. Quelle est la fonction de l'attention endogène ? Et on arrive à la fin. Quelle est la fonction de l'attention endogène ? Que signifie percevoir attentivement un objet ? L'attention intervient dans la mobilisation effective d'un contenu perceptif, lorsque je forme des croyances, lorsque je forme des rapports introspectifs ou des intentions d'action explicites. Prêter attention à quelque chose, c'est rendre immédiatement disponible ou inférentiellement disponible un contenu qui se rapporte à cette chose, qui me permet de former des croyances à son propos. Donc il est possible, peut-être, que certaines de nos attitudes de premier ordre ne font pas appel à un usage aussi explicite de nos représentations perceptives. Lorsque je marche dans la rue, je ne suis pas en train de me demander si j'ai bien la perception que je marche dans la rue. Un certain nombre de nos attitudes, de nos comportements sont automatiques. Et je ne prête pas attention à l'ensemble de l'environnement avec lequel j'interagis. En revanche, si l'on me demande de donner les raisons de mon comportement ou les raisons des croyances que j'entretiens, alors je suis obligé de mobiliser mon attention et donc de faire appel à certaines représentations conscientes que j'ai. Cette lecture des relations entre l'attention et la conscience perceptive a deux conséquences. La première conséquence, c'est qu'un sujet incapable de prêter attention à son environnement semble privé de la capacité de former des croyances explicitement justifiées à son propos. Donc, un sujet qui jouirait d'expériences phénoménales, mais qui serait incapable d'attention, peut éventuellement émettre des jugements justes, d'accord ? Peut agir de manière appropriée, pourvu que son système cognitif soit fait de la bonne façon, mais il est incapable de justifier ses jugements ou de justifier ses actions. D'accord ? Il ne pourra à aucun moment arraisonner les représentations pertinentes pour justifier ses croyances et ses jugements. Le sujet est incapable d'exhiber les raisons de ses jugements. Donc, on pourrait voir en cela l'illustration de la thèse de James selon laquelle, sans attention, l'expérience est un pur chaos. D'accord ? C'est un chaos dans lequel il n'est pas possible d'organiser ces représentations, ni de sélectionner des représentations qui peuvent, à leur tour, fournir des raisons. Un sujet, dans cette situation, serait, à l'égard de la justification, quasiment dans une situation identique
à un sujet atteint de vision aveugle. Le sujet atteint de vision aveugle, lui, est capable de mobiliser son attention, y compris dans des parties aveugles de son champ visuel, mais ne jouit pas d'expériences phénoménalement conscientes. Donc, dans un cas, les deux n'ont pas la possibilité de mobiliser des raisons sur la base de leur perception, en faveur de leur croyance. D'autre part, et là c'est la deuxième conclusion qu'on peut tirer du rôle de l'attention, on peut interpréter le rôle de l'attention dans la perspective de la métacognition. Pouvoir mobiliser ou arraisonner une représentation perceptive, c'est se donner les moyens d'évaluer la véracité ou le caractère informatif de cette information. D'accord ? Je constate que mon action est adéquate ou non, je constate que ma croyance est adéquate ou non, mais je peux comparer le résultat de mon action avec le contenu de ma représentation. C'est parce que l'attention me donne les moyens d'arraisonner une représentation que je suis capable, éventuellement, d'accorder une forme de confiance à ma perception ou d'amender le jugement que j'avais fait auparavant. Donc, si la mobilisation de l'attention ne peut pas toujours améliorer la résolution du contenu perceptif et ne peut pas non plus dissiper certaines illusions visuelles robustes, l'attention rend possible l'évaluation de la véridicité de ces expériences. D'accord ? Lorsque je suis victime d'une illusion et que je forme une croyance fausse, le fait de pouvoir sélectionner la représentation illusoire par l'attention me permet de me rendre compte, en la comparant ensuite avec l'état du monde que j'ai constaté, de son caractère illusoire. Donc, l'objectif de cette présentation était essentiellement descriptif. Donner un peu de consistance à l'idée que l'attention contribuait à la justification perceptive et qu'il y a une différence entre perception et perception attentive. Donc, s'il n'est pas évident que la perception contribue à façonner le contenu conscient, il est en revanche assez clair que l'attention est une condition nécessaire de la justification explicite de nos croyances perceptives. D'accord ? Si l'attention n'a pas la charge de la preuve de nos croyances perceptives, elle a au moins la charge de trouver les raisons de nos croyances perceptives. D'accord ? L'attention en elle-même ne constitue pas la raison de mes croyances perceptives, mais produit les raisons de mon expérience perceptive. Merci.